Bonjour tout le monde, Zulflaoun Mara. Je refais la vidéo d'hier en français parce que quand j'avais parlé de l'handicap, il y a beaucoup qui m'ont sollicité de refaire cette vidéo en français. Donc pour parler un petit peu de la naissance d'un enfant en situation de handicap dans le couple et tous les désagréments que ça apporte. Avant de vous parler de ça, donc je vais vous donner la réponse à la devinette que je vous ai donnée hier. Je vais juste rappeler l'histoire vite fait pour que les autres aussi puissent savoir ce que j'avais raconté et quelle est la nature de cette devinette. Donc alors c'est l'histoire de c'est l'histoire de Jeanne. Je travaille dans le transport de personnes en situation de handicap. Je transporte des jeunes autistes, trisomie, avec plusieurs handicaps, au fait, avec plusieurs. Et donc, Jeanne, c'est une autiste. Et donc, je la transporte et puis ce qu'elle fait de dérangeant dans le véhicule, c'est qu'elle donne des coups de pied tout le long du trajet, à l'intérieur du véhicule et ça fait un boucan, comme pas possible. Et donc, nous, quand on conduit, il faut qu'on fasse attention, au bruit du moteur, aux enfants qu'on transporte, aux motos, etc. À tout. En fait, on est sensible à tous les bruits dans le véhicule, donc il faut qu'on soit vigilant. Sauf que avec les coups de pied que Jeanne donne, dans le véhicule, donc ça nous gêne. Donc la plupart des chauffeurs, ça les gêne aussi. Donc alors, on a sollicité le centre d'accueil de ces enfants. Donc on leur a demandé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement pour que Jeanne arrête de donner des coups de pied dans le véhicule, puisque ça gêne, comme j'ai dit. Leur réponse, c'est tout simplement, c'est sa maladie, c'est son handicap. Les autistes, ils ont besoin de s'exprimer et Jeanne s'exprime ainsi. Donc on leur a dit que c'était pas possible de conduire dans cet état, dans cette situation. Dans ces conditions, ils ont dit le jour où vous aurez un enfant autiste, vous comprendrez que un enfant a besoin de s'exprimer et Jeanne s'exprime ainsi. Donc c'est sa maladie. Il faut respecter ses enfants. L'autre dans le même centre dit puisqu'elle donne des coups de pied, il faut prendre de la mousse et la mettre comme ça du côté où elle donne des coups de pied, comme ça vous n'entendrez pas. Donc au fait, on ne peut pas aménager les véhicules de n'importe quelle façon. Voyez, donc c'est un peu délicat. Donc si chaque enfant a une spécificité quelconque ou un handicap quelconque, il faut aménager les véhicules dans ce sens, ça va pas être évident. Donc alors du coup je leur ai dit écoutez, c'est vrai que les personnes en situation de handicap s'expriment chacun à sa façon, mais la façon dont s'exprime Jeanne, ce n'est pas... En fait, on peut apporter des solutions en quelque sorte. Ils ont dit il n'y a pas de solution pour ça. J'ai dit ok. Donc j'ai vu les parents, quand j'ai été la récupérer, je leur ai fait part du problème. Ils ont dit que eux-mêmes, ils sont un petit peu embêtés par le geste que fait leur fille. Je leur ai dit, écoutez, moi je peux vous apporter une solution. Ils ont dit c'est quoi? Donc je leur ai expliqué tout simplement. Donc alors la question que je vous ai posée hier, qu'est-ce que j'ai fait pour que Jeanne puisse arrêter de taper comme ça sur les parois du véhicule? Donc en fait, c'est tout simplement, ça n'a rien à voir avec l'handicap de l'enfant, ni même sa maladie, mais c'est tout simplement, il développe des habitudes qu'il continue à faire, mais c'est pas pour autant qu'il s'exprime. Non, je suis désolé, il ne s'exprime pas. Bien sûr, il y a certaines personnes, comme ils ne parlent pas, donc ils s'expriment d'une façon. Par contre, rester face à une personne et faire des gestes ou s'exprimer par des coups, par des gestes ou quelque chose comme ça, là oui je comprends. Par contre dans le véhicule, quand on la transporte, elle donne des coups de pied tout le long du chemin, elle ne s'exprime pas. C'est juste une habitude qu'elle a et qu'elle fait, donc ça lui fait plaisir de faire ça, elle le fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai parlé au papa, je lui ai dit alors vous allez remonter chez vous, vous allez me ramener une chaussette épaisse. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit allez-y, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il a été chez lui, il a ramené une chaussette épaisse, je lui ai enlevé la chaussure, je lui ai mis la chaussette par-dessus sa chaussette déjà. Donc elle a tapé une fois, deux fois, elle n'entendait pas le bruit. Et puis ça lui faisait un tout petit peu mal, pas vraiment. Le fait qu'elle n'entendait pas le bruit, ça l'intéressait plus de taper.
parce que pour elle, c'était le bruit qu'elle entendait et c'était ça qui animait voilà, sa volonté de taper comme ça tout le temps. Donc voilà, en gros, je lui ai enlevé la chaussure, elle n'a plus frappé. Donc c'est pas une façon de s'exprimer, c'est tout simplement une habitude. Comme nous, par exemple, les êtres humains, on aime beaucoup, on a beaucoup d'habitudes, comme les addictions, par exemple, l'alcool, la drogue, chemin, la boîte à chiquer, etc., etc. Donc on a beaucoup d'addictions. Si vous regardez bien, par exemple, la plupart des personnes qui font la prière, par exemple, depuis leur jeune âge, vous allez voir, ils font, voilà, pas tout le monde, voilà, pas tout le monde, mais certains, en fait, ils font la prière, ils apprennent par cœur, tellement ils récitent cette prière depuis des années, ils font des choses en même temps. Ils font des signes, ils font des trucs. Voilà, ce qui veut dire, au fait, c'est une habitude. Même chez nous, par exemple, quand on a l'habitude de passer toujours par le même chemin, si un jour on change de chemin, voilà, on a l'air un peu perdu. Donc, les autistes aussi, ou par exemple, toutes les personnes qui sont en situation de handicap, et ils ont toujours cette tendance à avoir des habitudes. Voilà. Donc, en gros, Jeanne ne donne plus de coups de pied dans le véhicule, tout simplement parce que elle n'entendait plus le bruit. Donc voilà. Ça c'est ce qui concerne la devinette que je vous ai donnée hier. Donc maintenant, je vais revenir aux parents. Donc, d'où la question d'une maman qui a un enfant autiste, justement, parce qu'elle dit, en fait, depuis la naissance de son enfant, elle est devenue très, très fragile. Ça lui a fait plaisir, parce que quand elle a vu le commentaire que j'ai mis au-dessus de la vidéo, où je parlais de l'handicap, ça l'a interpellée, et comme elle avait beaucoup de vues, donc elle s'est dit, je suis sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Effectivement, madame, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je refais cette vidéo en français pour que vous puissiez profiter aussi, vous, de votre côté. Donc, alors, un enfant autiste, bon, je ne vais pas rentrer dans le domaine scientifique, comment un autiste naît, etc. Ça, c'est pas mon domaine. Mon domaine à moi, c'est juste l'analyse de la situation. Donc, l'analyse de la situation. Donc, une famille dont un enfant naisse avec un handicap, c'est toujours très difficile parce que ça perturbe comment s'appelle, les habitudes ou la vie des parents. Donc du coup, il y en a certains, ils acceptent l'arrivée de cet enfant en situation de handicap, mais il y en a d'autres non. Surtout, la plupart du temps, ce sont les papas qui abandonnent le domicile conjugal parce que ils n'arrivent pas à, en fait, ils n'arrivent pas à supporter ou à accepter d'avoir un enfant en situation de handicap. Donc déjà la maman, d'ailleurs j'ai beaucoup insisté sur la maman hier, donc la maman qui déjà subit, parce qu'elle subit quand même la grossesse, les vomissements, les jambes lourdes, tous les malaises, la grosseur du ventre, elle est gênée par tous les mouvements, etc., etc. Donc, le jour où elle aura cette naissance, où cet enfant arrive au monde, donc, et se rend compte qu'il est en situation de handicap, les parents souffrent, mais la maman souffre 10 fois plus. C'est pas 2 fois, mais 10 fois plus. Pourquoi? Parce que la maman commence à se culpabiliser en quelque sorte. Elle se dit, c'est à cause de moi. Donc, elle commence en fait à réfléchir, qu'est-ce qu'elle a fait de mal ou qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire. Elle l'a fait pour avoir cet enfant. Donc elle va se souvenir des moments où elle a fait du sport, où elle a couru, où elle a pris quelque chose de lourd, quelque chose comme ça. En fait, elle commence déjà à se culpabiliser, à dire que c'est moi. Donc avec le départ du papa, donc cette femme-là, en fait, elle est convaincue à 100% que c'est à cause d'elle. Donc alors, avoir un enfant en situation de handicap et la perte du mari parce qu'elle n'accepte pas, donc c'est vraiment très 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 difficile. Donc je demande à certaines personnes qui ont leurs enfants en bonne santé de ne pas juger un enfant autiste ou un enfant en situation de handicap. Parce que parfois le regard, il tue. Je vous assure que c'est vraiment... D'ailleurs, si on demande à toute personne en situation de handicap qu'est-ce qui l'embête le plus, ils disent tous le regard de l'autre. Parce que chacun regarde d'une façon différente. Certains regards, c'est de la pitié, alors que certaines personnes en situation de handicap n'ont pas besoin de pitié. D'autres, c'est du jugement. Donc c'est comme si, voilà, c'est un poids dans la société. Non, ils n'ont pas choisi d'être en situation de handicap. Donc je reviens un petit peu à la maman.
Donc du coup, la maman, elle développe, comment ça s'appelle? Elle développe beaucoup de syndromes, comme le syndrome de la culpabilité. Elle développe de la tristesse, enfin beaucoup de symptômes, voilà, qui vont l'accompagner tout le long voilà, comment ça s'appelle, du développement de cet enfant. Donc, à savoir, ici par exemple en France, parce que je vais vous faire tout à l'heure la comparaison entre la France et l'Algérie, parce que l'Algérie c'est mon pays. Voilà, donc cette femme-là, donc tout le long du parcours du développement de l'enfant, c'est un combat au quotidien. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas autonome. Je ne parle pas de tous les handicaps, je parle de certains handicaps. Il y a des handicaps lourds, il y a des handicaps légers. L'handicap lourd, c'est de la paraplégie, fauteuil, etc. Les handicaps légers, c'est la trisomie, c'est voilà, c'est sourd-muet, etc. Les aveugles, donc ça c'est léger. Comment dire, je ne vais pas juger. Je vais dire par exemple, en Algérie par exemple, on a tendance à toujours garder, parce que c'est tabou. Quand on a un enfant en situation de handicap, en Algérie par exemple ou à l'étranger, on a tendance à cacher cet enfant. Donc on essaye au maximum que les autres ne voient pas, parce qu'on a peur du regard de l'autre, du jugement. Et voilà, parce qu'il y a un mot qui tue, c'est voilà, elle a eu, d'ailleurs c'est ce qu'on dit en Algérie, il a eu un gogol. Non, c'est méchant, c'est vraiment très très méchant. Il faut vous mettre dans la peau de cette famille avant de dire ça, vous comprenez. Donc, bref. Donc, en Algérie, par exemple, il n'y a rien, il y a très peu. Voilà, en quelque sorte, il y a très peu de développement. Donc, je peux dire juste une chose, qu'un handicap n'est pas vraiment un handicap. Il y a des gens qui sont en bonne santé, qui sont handicapés, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne cherchent pas un emploi, ceux qui attendent toujours que les autres leur apportent quelque chose, voilà, chez eux, etc. En fait, c'est la dépendance. La dépendance, c'est un handicap. L'indépendance, ce n'est pas un handicap. Je connais, je vais parler de mon cousin, Nasser Ferkal, il est en situation de handicap, il a étudié maintenant, il est secrétaire général de la mairie de notre commune. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je le prends comme exemple parce que il a été en situation de handicap. Il avait une paraplégie au niveau d'un pied, donc il marche avec des cannes et tout ça, mais il a étudié. Son père, il a été là, toute sa famille a été là pour lui. Donc aujourd'hui, il est secrétaire général de la commune d'Ouzelaguine. Donc ici en France, je connais beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont des cadres, qui ont de leur société, ils ont ouvert des sociétés. Parce que, comme je vous ai dit, l'handicap c'est dans la tête. Ce n'est pas dans le physique. C'est vrai, quand on a un handicap, on est limité dans certains gestes, dans certaines choses qu'on fait dans la vie au quotidien. Sauf que, la plupart du temps, l'handicap, c'est dans la tête, c'est psychologique. Voilà. Donc, à revenir maintenant à cette maman, la plupart des mamans qui ont des enfants et qui sont abandonnées par leur conjoint, donc elles deviennent très très sensibles, susceptibles, tout l'amour qu'elles ont pour tout, donc elles le donnent à cet enfant. Sauf que cet amour-là fragilise la maman et fragilise aussi l'enfant. Parce que on peut laisser l'enfant se débrouiller tout seul, mais non, on a tendance à dire ah non, il est en situation de handicap, donc je vais m'occuper de lui. Parce qu'il y a aussi la culpabilité qui rentre. Donc comme j'ai pas su mettre cet enfant au monde en bonne santé, parce qu'on ne peut pas le prévoir, je suis vraiment désolé. Alors ce qu'elle dit, dans ce cas, je vais m'occuper de lui. Juste sortir un petit peu du sujet, parler d'une famille qui ont un enfant, un garçon de 7 ans en bonne santé, mais par contre, ils ont eu un autre garçon de 4 ans, qui est en situation de handicap. Il a eu une maladie. Donc les parents s'occupaient plus de l'enfant en situation de handicap que du grand enfant de 7 ans. L'enfant de 7 ans ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que c'est qu'un handicap. Surtout, ils ne comprennent pas pourquoi les parents s'occupent plus de leur frère, petit frère en situation de handicap que lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont négligé en quelque sorte. Par la suite, ils l'emmènent voir un pédopsychiatre. Bon, cet enfant, c'est vrai qu'il est perturbé. Mais par contre, avant d'aller voir un pédopsychiatre, mais parfois il le faut.
Mais avant d'aller voir un pédopsychiatre ou un psychiatre ou quelque chose comme ça, il faut avant tout comprendre la situation. Parce que la vraie solution dans ce cas, c'est ce que je leur ai dit. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, oui, c'est très bien de l'emmener. Mais par contre, le responsabiliser, c'est encore mieux. Par exemple, dire à l'enfant, voilà, on lui a expliqué que leur frère, donc il est malade, etc. Oui, mais par contre, c'est à l'enfant de lui donner à manger, c'est au grand frère de lui donner à manger, de lui changer, par exemple, les choses, de lui mettre les chaussures, les chaussettes, de s'occuper de lui donner le biberon. Biberon à 4 ans, non. Voilà. En fait, c'est responsabiliser l'enfant, donner une tâche à l'enfant de 7 ans, d'aider son petit frère. C'est ce qu'ils ont fait et ça marche. Le grand frère, maintenant, il laisse personne approcher le petit frère. Et donc, je vais vous dire une chose. Si je dis pédopsychiatre, psychiatre, etc., je ne dis pas le contraire. Sauf qu'il y a certaines solutions déjà qui doivent être faites par les parents. Donc, c'est la responsabilité des parents. J'ai un ami récemment, elle a eu un problème avec l'école. On lui a dit, ah, votre fils il est très agité, il faut l'emmener voir un psychologue. Oui, d'accord. Elle lui a dit, oui, mais je voudrais bien discuter d'abord avec la maîtresse pour savoir au fait, est-ce que je peux faire quelque chose, parce que moi je suis le premier concerné. Je ne peux pas baisser les bras et confier mon fils à une tierce personne, même si c'est un psychologue, même s'il est compétent dans le domaine, etc. Et je suis sûr et certain qu'il va faire quelque chose. Sauf que le premier travail doit être fait par moi. Je suis son père. Il y a sa mère à la maison. C'est à nous de comprendre notre enfant. C'est à nous d'aider notre enfant en premier. Donc l'école, ils voulaient absolument rien comprendre. Soit vous emmenez votre fils voir les psychologues, soit on vous envoie la DAS en quelque sorte, ou les services sociaux chez vous, etc. Il a accepté. Donc l'enfant, il a été voir le psychologue. La psychologue, donc elle l'a vu, il l'a vu à plusieurs reprises. Il lui a dit, votre enfant est tout simplement un trouble de, un refus d'autorité. Voilà, tout simplement. Il faut tout simplement être autoritaire, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il disait le papa dès le début, mais malheureusement, c'est qu'à l'école, on a peur. Je ne blâme pas l'école, puisque quand on voit par exemple le nombre d'agressions des élèves envers les profs et tout ça, je les comprends, les pauvres. Ils essayent de prendre en charge ces enfants-là dès le début. Sauf que les parents doivent quand même parfois accepter que leur enfant est difficile, mais parfois aussi il faut accepter aussi que le papa peut faire quelque chose, ou la maman peut faire quelque chose pour l'enfant. Donc ça les rassure même, eux en quelque sorte. Bon, je vais revenir maintenant à la culpabilité de la mère. Donc généralement, les mamans, quand ils ont un enfant en situation de handicap, le papa qui part, la plupart du temps, c'est que ces femmes-là consacrent toute leur vie pour leur enfant. Elles ne se remarient plus. Elles ne se permettent pas d'avoir un copain ou d'avoir un mari à la maison, parce que de peur que déjà l'homme qui va rentrer dans leur vie n'acceptera pas l'enfant avec son handicap. Ou elle a peur peut-être de l'abandon aussi, parce que le syndrome de la culpabilité dont je vous ai parlé au début, il y a aussi un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de l'abandon. Donc la peur de l'abandon. Donc cette femme-là, elle dit, si son père biologique, a quitté la maison parce qu'il n'a pas accepté cet enfant, alors un étranger n'acceptera jamais mon enfant. Donc j'ai souffert une fois, je suis blessé une fois, je ne viens pas à souffrir une deuxième fois. Donc au fait, elle se cloître dans ce domaine-là. Et donc il y a le troisième syndrome, c'est le syndrome de l'enfermement. Donc ils s'enferment dans leur monde. Voilà, ils essayent de vivre jour par jour, jour en jour, jour par jour, en fait, leur situation, d'handicap et leur vie de tous les jours. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que et puis aussi, il y a une chose aussi que je dois vous dire, c'est très 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 important. Certains parents se victimisent beaucoup quand ils ont des enfants en situation de handicap. Sachez une chose, que ce soit pour les personnes valides, que ce soit les personnes invalides. L'enfant ressent tout ce que ressentent les parents. Ce qui veut dire, s'ils ressentent de la tristesse, les enfants ressentent cette tristesse. N'oubliez pas que cet enfant est resté quand même 9 mois dans le ventre de la maman. Donc, tout ce que ressentait la maman pendant qu'elle était enceinte, donc l'enfant aussi le ressent. Ce qui veut dire, aujourd'hui, l'enfant est né
Si on prend toujours cet enfant par la pitié, vous verrez que cet enfant, il va devenir fragile. Et c'est vraiment pas pratique pour lui, parce que le jour où il va rentrer à l'école, où il va être dans la vie active, donc ça va lui causer un petit problème, parce que en quelque sorte, quand on favorise un enfant à la maison, on fait de lui un égoïste en quelque sorte. Regardez par exemple les enfants qui naissent, les enfants uniques. À la maison, le papa donne, la maman donne, la grand-mère donne, le grand-père donne, le voisin donne, etc. Cet enfant ne sait pas ce que c'est que le partage. Quand il rentre, par exemple, dans une crèche, qu'est-ce qui se passe? C'est tout pour lui. Ou par exemple, quand il va dans un parc ou à la plage, il laisse jouer à lui. Il aime bien jouer avec. Donc voilà, j'ai eu un appel, donc ça a été coupé, je me souviens plus. Bon, je veux dire, donc cet enfant-là, au fait. Donc quand on voit par exemple cet enfant aller à la plage ou au parc, il aime beaucoup jouer avec les jouets des autres, mais il ne laisse personne jouer avec ses jouets à lui. Donc il est sensible, il pleure tout le temps, s'il n'arrive pas à faire quelque chose, il pleure aussi, etc., etc. Ce qui veut dire victimiser son enfant en situation de handicap ou peu importe, ça fragilise les parents, la maman et l'enfant. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que, je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez encore mieux. Il y a beaucoup de parents qui disent oui, j'ai besoin de ça parce que moi j'ai un enfant malade. Oui, vous comprenez pas ma situation parce que j'ai un enfant malade. Oui, quand vous aurez un enfant, vous verrez comment, etc. Non, dites que votre enfant est vraiment normal, parce que je vais vous donner un exemple. Un autiste, il a beaucoup de capacités. Il a une capacité incroyable à mémoriser certaines choses. Il mémorise des chiffres, il mémorise des personnes, des visages, il mémorise des chemins, ils savent dessiner, ils savent faire de la cuisine. C'est des tendances au fait. Quand vous avez un enfant autiste ou un enfant avec un handicap, essayez de lui faire le plus grand nombre possible d'activités. Comme ça, vous verrez dans quoi elle est spécialisée. C'est comme nous, par exemple, quand on va à l'école, des fois, on a des très mauvaises notes. C'est pas un échec, parce que si on n'est pas fort à l'école, on est fort dans autre chose. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, j'étais nul. Franchement, j'étais nul. Je le dis, je l'assume. Mais je me suis spécialisé, par exemple, dans la plomberie avant d'avoir mon accident. Donc, j'étais très bien en plomberie. Depuis que j'ai eu mon accident, je ne peux plus faire la plomberie. Donc, maintenant, je me suis recyclé dans le transport. Donc, on a toujours une activité quelconque. Donc voilà, en gros, attendez, je vais vous dire, je vais vous raconter aussi une histoire, parce que les enfants là, comme les mamans ne se remarient plus, le pire encore, c'est que ce sont ces enfants, quand ils grandissent et sont en situation de handicap, leur vrai problème. En Algérie, bien sûr, c'est l'autonomie, mais en France, c'est pas le travail. L'État français, elle a tout donné aux personnes en situation de handicap. Le travail, les transports adaptés, etc., les écoles adaptées, etc. Mais le vrai problème de ces personnes en situation de handicap n'est pas le travail, n'est pas l'accessibilité, n'est quoi que ce soit. C'est l'amour, c'est aimer et être aimé, c'est trouver un conjoint ou une conjointe. Ils ont vraiment du mal à trouver un partenaire, une personne avec qui faire leur vie et avoir des enfants, etc. C'est de ça dont ils souffrent. Donc c'est la maman souffre parce qu'elle n'arrive plus à trouver un homme, ou elle n'a plus confiance en elle, ou elle n'a plus confiance en les autres. D'un autre côté, c'est que les enfants vivent la même chose. C'est pas héréditaire, hein, non, ça n'a rien à voir, c'est tout simplement, on a peur de l'handicap, donc on ne se met pas avec une personne en situation de handicap. On dit toujours que la personne en situation de handicap, elle est dépendante. Non, pas du tout. Elle n'est pas dépendante parce que comment ils ont pu vivre toute leur vie, voilà, vivre seuls, à faire la cuisine, à faire le ménage, etc., sans l'arrivée de l'autre. Donc ils ne sont pas en quelque sorte vraiment dépendants. Donc la vidéo commence à faire longue. Je vais un petit peu abréger. Donc je connais un monsieur que je transporte, je dirais pas le nom. Il a rencontré une femme, c'est une Marocaine. Donc voilà, ils s'aiment, etc. Quand ils ont voulu se marier, il y a toute la famille qui ont dit non, ici les papiers, elle cherche les papiers, elle veut t'escroquer, elle veut prendre ton argent, etc., etc.
Le monsieur il dit, ben écoutez, je vis seul, vous n'arrivez pas à comprendre ma solitude, vous n'arrivez pas à vivre ce que je vis. Ça veut dire, même si cette femme reste avec moi une année, le temps qu'elle fasse ses papiers et tout le reste, je m'en fous, l'essentiel, j'ai quelqu'un dans ma vie. Arrêtez de dire qu'elle va m'arnaquer ou qu'elle va me faire ceci ou cela. Je préfère être arnaqué que vivre seul, parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est que vivre seul. Vous avez des conjoints, vous avez des enfants, moi j'ai personne chez moi, je suis tout seul chez moi. Donc si cette femme m'aime, c'est super. Si elle ne m'aime pas, au moins j'ai une présence chez moi. J'ai une femme avec qui je mange tous les soirs. J'ai une femme avec qui je sors tous les jours. J'ai une femme avec qui je fais plein de choses, etc. Donc, la famille, ils se sont interposés, même écrit un courrier à la mairie de l'arrondissement pour qu'ils ne se marient pas. Ils ont fait tous les deux tout un combat. Ils ont fini par réussir à se marier et ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble et ils ont des enfants. Sauf que leur famille, quand ils viennent chez lui et qu'ils voient des enfants et que la femme, elle est toujours là, ils ont du mal à accepter, que cette femme-là est bien et n'est pas aussi profiteuse ou malhonnête comme ils le prétendaient. Donc voilà en gros, c'est que on peut pas, si on peut donner un conseil à quelqu'un, c'est même pas un conseil comme dit Madame de Saint-Michel. Je ne vous donne pas de conseil, je vous donne mon avis. Moi aussi, je vous donne juste un avis. Donc les personnes en situation de handicap, ils ont le droit d'aimer et d'être aimés comme vous et moi. Voilà. Donc alors, je vais vous dire les artistes, donner, ça. Voilà, en gros, j'ai résumé tout ce que j'avais dit la dernière fois. J'espère du fond du cœur que les mamans qui ont des enfants en situation de handicap, ne vous enfermez pas dans votre monde et dire tout simplement que c'est vrai que vous perdez confiance quand vous vous êtes abandonné, mais par contre, vous avez le droit de vivre, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être comme tout le monde. Et la vie, elle est faite comme ça, elle est faite d'échecs. Et je connais des gens qui sont mariés 3 fois, 4 fois. Et les pauvres, ils ont du mal. Et voilà, ils ont toujours l'espoir qu'un jour, ils vont rencontrer la femme parfaite. Et vice-versa. Donc, je ne vais pas tarder. Je vais vous dire tout simplement, le handicap, c'est juste un mot. Quand je vois mon cousin Nasser, qui est secrétaire général de la mairie, je me dis, non. Quand je vois des personnes en situation de handicap qui ont créé leur entreprise, qui sont cadres. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée de la femme qui travaille chez Total? Elle gagne 3 000 € par mois. Elle est en situation de handicap, elle est en fauteuil. Mais elle travaille chez Total. Vous comprenez? Donc l'handicap n'est pas un handicap. C'est nous qui handicapons ces gens-là. Donc essayez de vivre votre vie avec votre enfant, avec votre entourage. Profitez à fond parce que je vous assure que la vie est vraiment très très courte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.